Bonjour, bienvenue dans ce libre journal de géopolitique profonde. Je remercie Lara Stam, assistante co-réalisatrice de cette émission. Bonjour Lara. Bonjour Nicolas, bonjour chers auditeurs. Merci à Virginie pour la réalisation technique de ce libre journal. Double merci pour les incises musicales qu'elle a composées spécialement pour les émissions de géopolitique profonde. Vous pouvez la retrouver sur YouTube, où elle répond au doux nom de Nini Vlam. Je voudrais bien poser, chers auditeurs, vos questions, observations, remarques en composant le numéro de téléphone du standard de Radio Courtoisie où vous attend personne. Ulysse. Voilà, qui ne nous transmettra pas vos appels d'ailleurs, mais vous pourrez toujours envoyer des courriels électroniques. Virginie s'en chargera. Et Virginie, en plus d'assurer la réalisation technique, la musique, c'est la femme orchestre, la vidéo nouvelle. Eh bien, va s'occuper aussi de vous transmettre, s'il y en a, vos courriels électroniques. Alors, en seconde partie d'émission, dans le grand angle, nous accueillerons avec François Martin, passé 9h30, Éric Denessé, le directeur de recherche français de recherche sur le renseignement. Il est l'auteur de pas moins de 34 ouvrages, quand même, consacrés au terrorisme, aux opérations spéciales et pas spatiales, peut-être aussi spatial, allez savoir, et à l'intelligence économique. Sans plus attendre, vous l'attendez tous, votre revue de presse de la fin des temps. Quelle profusion d'informations réjouissantes, Nicolas, pour nous aujourd'hui, non? Abondance de biens ne nuit pas, mais tout de même. J'avoue une joie non dissimulée. Comme chaque semaine depuis un moment déjà, ça me fait revenir en mémoire ces mots magnifiques de Philippe Muret, toujours et encore, ce que j'aime, aux éditions des Belles Lettres. J'aime bien les routiers quand ils bloquent les routes et font de ce pays une longue déroute. J'aime les marins pêcheurs quand ils ferment les ports et les ambulanciers qui ne portent plus les morts. J'aime de l'agriculteur, les barrages filtrants et ces hargneux blocus me paraissent épatants. J'aime le rolleriste qui s'écrase par terre et le trottineur qui part le cul en l'air. J'aime la pluie qui disperse les fêtes carnivores. S'il pleuvait de la merde, ce serait mieux encore. Et si tous ces vigilants des causes assurées qui se campent en héros de causes désespérées. Et j'aime l'asservie des chiottes médiatiques lorsqu'ils voient démentis tous ces beaux pronostics. J'aime les sondages qui baissent et les cotes qui tombent et les bonnes opinions qui si vite retombent. Car c'est dans l'échec seul que la liberté vit et toute réussite bientôt l'anéantit. Ah, il est vrai que l'action des pouvoirs publics semble un ratage permanent. Tout ce qu'entreprennent élus, gouvernants ratent lamentablement. C'est une constante au même titre que la constante de Planck, de Faraday, de Boltzmann, de Coulomb et j'en passe. Mais parce qu'il y a un mais, ce sont les Français, les contribuables et autres assurés qui finissent toujours par payer. Eh oui, et ça c'est un principe, et par principe, comme la relativité, l'inertie, l'égalité de l'action et de la réaction, la moindre action, l'équivalence, la thermodynamique, français, vous allez payer. Ainsi, apprenons-nous que par une décision rendue le 28 mai, le Conseil constitutionnel a ouvert l'aide juridictionnelle aux clandestins, obligeant l'État à couvrir les frais d'avocat des étrangers qui résident en France. Les sages viennent de censurer la loi de 1991 qui réservait le bénéfice de cette aide aux étrangers en situation régulière, au nom du principe d'égalité devant la justice. Pour fonder sa décision, le Conseil s'est appuyé comme d'habitude sur le bloc de constitutionnalité qu'il se réserve d'interpréter à sa façon, donc avec ses a priori moraux et idéologiques. Cette décision va encourager l'immigration irrégulière en déniant à l'État toute autorité pour la sanctionner, comme par exemple sa décision, toujours le Conseil constitutionnel, au nom de la fraternité cette fois, en 2016, ne pas incriminer l'aide à la circulation d'un étranger en séjour irrégulier. Pour le grand bonheur de Cédric Héroux, passeur de migrants. Oui. L'aide juridictionnelle, enfin, comme son nom l'indique, c'est une aide sociale. Elle repose sur la solidarité nationale. Et pourtant, le moins qu'on puisse dire est que l'étranger à situation irrégulière n'est pas seul. Avec la multitude d'associations et de syndicats qui l'assistent, GISTI, LDH, CGT et j'en passe, il dispose même de plus de garanties d'accès à la justice que beaucoup d'autres justiciables. Dans cette affaire, les Français n'ont pas le droit au chapitre. Comme en toute chose, ils paieront. Ce bloc de constitutionnalité est évidemment une vaste imposture, une entière supercherie, l'antinomie des normes laissant aux pseudo-sages de la rue de Montpensier. Certains d'ailleurs sont des repris de justice, des traîtres au peuple souverain,
qu'ils s'en souviennent, ça sonne encore certainement à leurs oreilles, toute latitude pour s'adonner à leur folle passion immigrationniste ou à l'instauration d'un contrôle social et sanitaire de fer. Ainsi, quand il faut arbitrer entre liberté et sécurité, il peut y avoir une antinomie. On fait triompher la liberté pour ouvrir les frontières aux immigrés. Et l'on privilégie la sécurité quand il faut valider confinement, passe sanitaire, obligation faite par certaines catégories, à certaines catégories de la divine injection. Les dés sont bien évidemment pipés. Toute cette gabegie institutionnalisée a ensuite bien évidemment des conséquences financières multiples et variées. Dernier exemple en date, les déficits de la sécurité sociale. La Cour des comptes met les pieds dans le plat, juge la trajectoire du déficit insoutenable, réclame des réformes structurelles, propose de ne plus indemniser les arrêts maladie de moins de 8 jours. Cette même Cour des comptes, si mesurée, si prudente par ailleurs, qui cache à l'opinion publique, aux Français, son rapport sur la lutte contre les clandestins durant l'examen de la loi sur l'immigration par le Parlement. Eh bien, exemple, les 439 000 bénéficiaires de l'aide médicale d'État. Mais là, il faut promouvoir le vivre ensemble, donc silence. Eh bien, voici que nos sages de la rue Cambon, cette fois-ci, se découvrent une belle hardiesse, un courage à rebousse-poil, une envie de démolisseur du lien social. Face au dérapage des comptes de la sécurité sociale, dont le déficit va se creuser à plus de 17 milliards d'euros d'ici 2027, la Cour des comptes propose toute une série de réformes. Parmi les mesures chocs proposées dans un rapport publié ce mercredi, l'une consisterait à modifier en profondeur l'indemnisation des arrêts maladie pour mieux répartir la charge financière entre la Sécu, les entreprises et les assurés. Il est impératif de trouver les voies d'une meilleure régulation de la dépense dans ce domaine des arrêts maladie, martèle Pierre Moscovici, premier président de la Cour des comptes. Cet envolé du coût des arrêts maladie s'explique par de multiples facteurs. Effet du Covid, hausse du SMIC et des salaires, augmentation de la population active, extension du régime général aux indépendants et professions libérales. Au final, la facture pour la Sécu a augmenté de 4,3 milliards d'euros entre 2017 et 2022, soit 56%. La Cour préconise d'aller plus loin dans la lutte contre la fraude aux arrêts de travail et dans le contrôle des prescriptions des médecins et de simplifier la réglementation existante. Elle cite aussi la non-indemnisation par l'assurance maladie des arrêts de moins de 8 jours. 470 millions d'euros de dépenses en moins. L'augmentation à 7 jours du délai de carence, 950 millions d'euros de dépenses en moins. La réduction à 2 ans contre 3 aujourd'hui. La durée maximale d'indemnisation, 750 millions d'euros de dépenses en moins. Le tout sera couplé avec une baisse du montant versé par la Sécu aux salariés en arrêt de travail. Alors, autre piste d'économie présentée ce mercredi, une meilleure régulation des médicaments anticancéreux innovants pour réduire leur prix plus rapidement. Ah ! Vivement que la loi sur l'euthanasie nous règle cela rapidement, bon sang. D'ailleurs, la Cour affirme que les retraités ne sont pas pour rien dans la dégradation des chiffres. Le suicide assisté ! Voilà la solution. À noter aussi que seuls les salariés du secteur privé sont visés. Les fonctionnaires ont, toujours une indemnisation maximale dès le premier jour d'arrêt, pas de carence. Et longue maladie et longue durée. Mais il est vrai qu'il n'y a pas d'absentéisme dans la fonction publique, ça n'existe pas. Comme il n'existe pas de coût de l'immigration sur notre système social, ça n'existe pas. 15 milliards d'euros à récupérer par an, selon le Rassemblement national, une paille. Les aides sociales qui sont versées à des gens qui ne sont pas français, le coût de l'AME, aide médicale d'État, les mineurs non accompagnés, nous explique un des fidèles bras droits de Marine Le Pen. Tiens, rapport pour rapport, Monsieur Moscovici. Il existerait, selon le sénateur UDI Nathalie Goulet, une grande différence entre le nombre de personnes inscrites au répertoire national d'identification des personnes physiques, le RNIPP, et le nombre des bénéficiaires de prestations sociales. 110 millions de personnes y sont inscrites, et parmi elles, 84,2 millions sont réputées en vie. Rappelons que le pays compte 67 millions d'habitants. Les âmes mortes, comme... Il y a un sentiment, M. Dupond-Moretti, de fraude sociale. Vous avez vu, Nicolas, que la préfecture du Rhône appelle à ne pas diffuser, à signaler à la plateforme Pharos les images qui circulent en ligne de l'attaque au couteau qui a blessé 4 personnes dimanche dans le métro de Lyon. Le parquet de Lyon a ouvert une enquête pour violation du secret de l'enquête et recèle les images qui ont
aussi été partiellement relayée par le journal local Le Progrès, montre l'assaillant Mustapha Uji entrant dans la rame du métro B à la station de Bourg. Le suspect de 27 ans, marocain, qui faisait l'objet d'une OQTF depuis novembre 2022 et d'une assignation à résidence depuis avril 2023, poignarde alors à plusieurs reprises un jeune homme debout à ses côtés dès la fermeture des portes. Il s'en prend ensuite à d'autres passagers qui se réfugient aux extrémités de la rame avant de descendre à l'arrêt Jean Jaurès. Placé en garde à vue, le Marocain au parcours psychiatrique chargé fait l'objet d'une enquête pour tentative d'homicide volontaire ouverte par le parquet de Lyon. Une garde à vue levée lundi matin en raison de l'état psychiatrique du suspect qui a été interné. Encore une attaque au couteau fou. Et bien sûr, il ne faut pas montrer les images pour donner du grain à moudre à la terrible extrême droite. Précaution qui n'avait pas été nécessaire, par exemple, pour le petit Angenel, non, ça n'avait pas donné lieu à des émeutes, à des pillages, à des razzias, les images de la neutralisation d'un délinquant refusant d'obtempérer. Non. Alors, pour aller dans le sens de la préfète, pas d'image, pas de son, madame, mais quelques faits divers et faits judiciaires, comme on dit aujourd'hui, sur la délinquance endémique en France, sur quelques jours à peine. Oui, Murinet, dans le département de l'Isère, un homme de 24 ans lynché par une bande ethnique lors d'un bal des jeunes agriculteurs. Ce sont les mêmes qu'à Crépol, avoue le maire. Les agresseurs voulaient casser du blanc, raconte un témoin. Une soirée dansante, le bal des farmers, qui était organisé samedi soir dans la salle des fêtes de la commune par des jeunes agriculteurs de Saint-Marcelin et de Pont-en-Rouen. Une première rixe a éclaté devant la salle entre deux hommes qui sortaient de la soirée et une demi-douzaine d'autres qui étaient à l'extérieur, des jeunes venus de Saint-Marcelin. D'autres personnes étaient sorties de la salle pour aider les deux amis. Leurs adversaires ont été repoussés et ils se sont enfuis. Mais dans un second temps bien distinct, ils sont revenus avec des renforts et une deuxième rixe beaucoup plus violente a éclaté, au cours de laquelle la victime principale a été rouée de coups de pied et de coups de poing. Ce jeune homme a pu sortir de l'hôpital dans la journée, mais il a été sérieusement blessé à la tête. Son incapacité totale de travail, ITT, avait été fixée à 13 jours. J'espère qu'il n'y a pas d'image en tous les cas, mon sang de délateur, sinon on ne fera qu'un tour. Pharos! À mon tour, à Tours, justement. Sous OQTF, déjà condamné 9 fois en situation irrégulière, Ibrahim, un migrant algérien, j'en suis bien désolé, écope de 6 mois de prison pour le pillage d'un tabac-presse lors des émeutes commises après la mort de Naël. Stupéfiant, vol, violence en réunion. Avec 9 condamnations à son casier judiciaire, Ibrahim est déjà bien connu de la justice. Domicilié dans le Maine-et-Loire avec sa femme et leur fille, il a quitté l'Algérie en 2013. Depuis, il est en situation irrégulière. Petite deuxième, pour la route. Brest, un migrant algérien de 48 ans sous OQTF, se cachait derrière de nombreux vols dans des commerces de la ville depuis des mois. Il s'en est ainsi pris avant son interpellation à une femme en fauteuil roulant. À Tourcoing, 59, Zakaria Nojoum, un Marocain condamné pour le vol avec violence de la chaîne en or de Gérard, 75 ans, décédé, dans d'atroces souffrances. Son état de santé ayant décliné après cette agression qu'il avait plongé dans le coma. Pau, 64, Leila Abaji et son fils Sofiane sont soupçonnés d'avoir égorgé Renaud, 66 ans, après l'avoir torturé. Le corps de Renaud le Prince a été découvert dans la chambre d'un appartement à Pau. Les experts ont relevé des fractures sur le corps, notamment sur le visage, des ecchymoses et des dizaines de plaies allant parfois jusqu'à 13 cm de profondeur. Des coupures ont été exécutées avec un couteau à pain qui a ensuite été planté dans la gorge de la victime. Des morceaux de tubes de néon ont été retrouvés dans sa bouche et jusque dans son ventre et ses poumons. Encore une fois, on ne généralise rien, on donne des exemples. Choisis au hasard, bien évidemment. Tant qu'il n'y a pas d'image. Parce qu'on est tout à fait par ailleurs d'accord que nos autorités ne déméritent pas et font le maximum pour nous éviter tout cela. Exemple, JO 2024, des migrants et sans domicile fixe parisiens envoyés en douce en Belgique. Les Belges se demandent comment ils en sont arrivés là. Nous aussi. Depuis quelques mois, beaucoup d'associations françaises dénoncent des expulsions forcées, des éloignements. Certains parlent même de nettoyage social. L'État français réfute cet objectif zéro SDF. Alors là, non. Et pourtant, à Bruxelles, plusieurs personnes travaillant sur le terrain ont constaté que des migrants et des sans domicile fixe parisiens ont débarqué chez eux. Chassés de Paris, par qui? Et comment sont-ils arrivés jusqu'à Bruxelles? Oh, Anne, enfin, oh là là.
Oula, les migrants et les JO, c'est compliqué, dis donc Nicolas. Hein. Ouais, c'est les JO, tout court, qui sont compliqués. L'A13 dans son tronçon principal restera fermée jusqu'à 30 juin au moins. C'est la catastrophe dans les transports publics. Il pleut sans discontinuer, les égouts débordent et se déversent alors dans la Seine. Comment alors s'y baigner? Vous connaissez la longue litanie. Hein. Mais il y a mieux cette semaine. Une information drôle à pleurer, Nicolas, vous allez adorer. Point trop n'en faut, Lara, point trop n'en faut. Mais quel plaisir, quel plaisir. Donc une info BFM RMC Sport. Alerte sur les balcons parisiens. À l'approche des Jeux Olympiques, les professionnels de l'immobilier veulent sensibiliser au danger de ces constructions lorsqu'elles sont vétustes surchargées. Les balcons du bord de Seine risquent d'être très sollicités lors de la cérémonie d'ouverture le 26 juillet et pendant les épreuves de natation qui doivent avoir lieu dans le fleuve. Valentin Chezé-Bernard, expert en pathologie des bâtiments chez Expert Vauban, a récemment analysé les balcons à Paris qui étaient tous vétustes. Je me suis aperçu que ces balcons et les garde-corps étaient en souffrance avec des fissures et de la mousse, affirme à BFM Paris-Île-de-France la présidente de l'Institut international des experts qui forme des spécialistes de pathologie des bâtiments. C'était le mercredi 29 mai. La fragilité de ces balcons anciens est renforcée par l'humidité du bord de Seine, précise l'experte. Mais plus largement, ces petits balcons ne sont pas faits pour accueillir beaucoup de personnes. La pierre, cela supporte environ 300-400 kg au mètre carré, estime notre expert. Quand vous allez avoir 8-10 personnes sur un balcon de façon très concentrée, il y a des balcons qui peuvent céder, avertit la spécialiste. L'enjeu est de même pour les garde-corps. S'appuyer une dizaine sur des rebords de balcons peut les faire chuter. Plusieurs acteurs de l'immobilier, comme UNIS, le syndicat des professionnels du secteur, mettent donc les Parisiens en garde depuis plusieurs mois face à ces risques. Auprès du Parisien, la préfecture de police de Paris déclare que le sujet de l'occupation des balcons n'est pas du ressort de la puissance publique. C'est de la responsabilité de tout un chacun de s'assurer d'une occupation normale et d'un usage conforme lors de la cérémonie d'ouverture. À mon avis, des spécialistes en pathologie, et il nous en faudrait aussi, vous savez, pour ce qu'on appelle la folie cachée des hommes de pouvoir. Mais il ne faut pas avoir peur, n'ayez pas peur. De toute façon, déjà, les nageurs ne sont pas assez dingues, contrairement peut-être à d'autres, on verra, pour se baigner dans cette eau polluée de la Seine. Les investissons pour la rendre propre, que les contribuables paieront d'ailleurs, n'y changeront rien. Et puis, les JO en France, je l'ai déjà dit, amis macronistes, amis sportifs, il va falloir vous y faire et faire une croix dessus. Ça va passer ou pas, ric et rac. Alors, mais les JO, ça, niet. Je me demande même si Mini Majesté, la drag queen, va pouvoir ostenter fièrement la flamme dans Paris. Pourquoi ? Parce que l'autre secoué de l'Élysée est au bout du rouleau et la caste qui lui a permis d'arriver au pouvoir aussi. Il leur faut à tous un véritable événement disruptif. Vous savez, disruptif au sens où eux, contrairement à nous, ont déjà les moyens de se projeter dans l'après. Les bruits de bottes prennent un tour très particulier depuis un moment déjà à l'est de l'Europe. Tout ceci est voulu. Tout ceci est cousu de fil blanc, comme le fut à partir de 2020 le narratif de la pandémie, menant à la divine injection. Marine Le Pen l'a dit elle-même, elle accuse Macron de vouloir rentrer de plein pied dans le conflit ukrainien. Autorisation donnée aux Ukrainiens d'user sur leur territoire russe d'armes occidentales. J'avais déjà alerté sur les propos de Cameron, relayé ensuite et paraphé cette semaine par Macron. La guerre à Poutine jusqu'au dernier Ukrainien a vécu. Elle est aujourd'hui, l'armée de Zelensky est exempte, il leur faut du sang frais. Du sang frais. Macron est candidat pour sacrifier toute partie de ses militaires, mais aussi, ne nous y trompons pas, une partie de son peuple. Peut-être pour une petite pige de président de l'Europe. Fou, mais pas au point de négliger ses propres intérêts. Et puis, instructeur en nombre envoyé sur le front, en particulier pour servir l'emploi des dites armes occidentales, voire même l'envoi d'une brigade motorisée. Autant dire que la France tirera sur le territoire russe du territoire ukrainien. Mais non, en même temps, nous ne serons pas co-belligérants, évidemment. L'Amérique et certains pays européens, dont l'Allemagne, l'Italie, dans ce plan mondial, sortent aussi petit à petit des limites de l'acceptable. Pas l'Italie, l'Allemagne, oui. Abandonnant en partie les deux verrous états-uniens connus jusqu'alors, no boots on the ground, pas de soldats sur place, et confinement de la guerre sur le territoire ukrainien, donc pas d'usage des armes occidentales sur le territoire russe. Sur ce dernier point, le cosmopolite Blinken a évolué, puis a été repris très rapidement de volée par le Pentagone, avant que ce dernier ne fasse quelques concessions au plus va-t-en-guerre. Mais l'on peut faire confiance à ceux, entre guillemets, fous de Macron pour renverser tous ces tabous, quoi qu'il en coûte et en même temps. Mais cela impliquera surtout les Français, vous, nous en fait.
Laissons à nos experts en seconde partie, Éric Dénessé et François Martin, le soin de traiter de ces sujets internationaux et restons en France, Nicolas, si vous voulez bien. Macron et sa clique doivent s'attendre à un véritable tsunami populiste dans les urnes le dimanche 9 juin. Bardella s'envole, il fera probablement plus du double de suffrage de son challenger arrivé en deuxième position, que ce soit Glucksmann ou Hayé. On a l'impression de vivre une sorte de mouvement de gilets jaunes dans les urnes. Le ras-de-bol de Macron est par les Français atteignant un niveau, une sérieuse cote d'alerte. Ça, c'est très juste, Lara. Mais ensuite, Marine Le Pen invite Macron à tirer toutes les conséquences politiques de sa défaite et de se démettre. On peut toujours rêver. En tous les cas, il ne faut rien négliger. Mais si, comme c'est plus probable, il n'en est rien, comment l'arrêter alors ? Chacun devrait dès aujourd'hui se poser, à mon avis, sérieusement la question. Et les filles et Mélenchon jouent pour leur part la stratégie de la tension et peut-être de la guerre civile en encourageant toutes les initiatives islamo-gauchistes pro-palestiniennes sur le territoire national. Un député de la NUPES a brandi fièrement, en guise de provocation, le drapeau palestinien dans l'hémicycle. Les manifestations pro-palestiniennes se multiplient le soir dans Paris. Des nostalgies de la guerre du Vietnam, de mai 68 ou plus grave encore. Amis européistes, amis otano-kieviens, il ne faut surtout pas vous en formaliser de ce drapeau, lorsque du drapeau palestinien à l'Assemblée. Lorsque c'est le drapeau de l'Europe ou de l'Ukraine, c'est pas un souci, bien au contraire. Alors là, où est fondamentalement le problème ? Sinon, la condamnation de Donald Trump aux États-Unis, reconnu hier coupable à son procès pénal à New York, le juge Jean Merchant a fixé la date du jugement au 11 juillet à 10h à New York. Donald Trump connaîtra donc sa peine à cette date, soit plusieurs mois avant l'élection présidentielle et 4 jours avant la convention républicaine. Ce verdict, aux conséquences politiques imprévisibles, n'empêchera pas le champion républicain d'être candidat à la présidentielle du 5 novembre face au démocrate Joe Biden, même en cas de condamnation et à de la prison. Il va de toute façon faire appel de cette décision, verdict historique, jour de la honte, impact sur les élections comme la paix civile, le destin de l'Amérique est plus loin du monde occidental, semble hésiter, mon cher Nicolas. Citons déjà la réaction russe dans cette affaire, elle ne manque pas de piquant. Une élimination des adversaires politiques est en cours aux États-Unis par tous les moyens légaux et illégaux possible, c'est évident, a déclaré à la presse le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov. Ne pourrait-on pas ajouter en Occident en général, une pensée d'ailleurs pour le Premier ministre slovaque, Robert Fico, qui sort juste de l'hôpital et qui a échappé miraculeusement à une tentative d'assassinat perpétrée par un adepte du régime de Volodymyr Zelensky. Oui, le destin du monde hésite probablement, cette revue de presse n'est pas pour rien depuis le début, celle de la fin des temps. Nous finissons, Nicolas, par les dernières tendances en matière de libération de la femme. Une fois n'est pas coutume. Des vidéos publiées sur les réseaux sociaux mettent en scène des femmes hurlant et tapant sur le sol lors de thérapies censées les réconcilier avec leurs émotions et pour les libérer des injonctions qui leur sont imposées. Le rage rituel, le rituel de la rage est la nouvelle tendance pour évacuer sa colère contre le patriarcat. Dans un cadre bucolique de forêt verdoyante, une femme âgée d'une 50aine d'années se prend brusquement la tête entre les mains avant de s'accroupir et de lâcher un cri strident, presque bestial, aussitôt repris par la dizaine de femmes qui l'entourent. La suite de la vidéo, majoritairement émaillée de hurlements, les voit frapper le sol à l'aide de bâtons. Certaines sautillent sur place ou s'échauffent avant de s'époumoner. L'Écossaise Maya Magic, à l'origine de cette vidéo, est l'une de ses ambassadrices. Elle se présente sur son site internet comme une marraine bonne fée spirituelle. Il y a un pouvoir primal qui s'éveille en vous et qui ne peut plus être contenu, peut-on notamment lire sur son site. Rejoignez-moi et vos âmes sœurs pour recevoir le mysticisme resplendissant et immortel des séquoias, annonce encore la magicienne qui propose des semaines de pratiques d'incarnation ancienne et alchimique avant d'allumer les flammes de votre féroce sagesse féminine. L'objectif, réconcilier les femmes avec leurs émotions et de les faire accepter et exprimer leurs sentiments pour briser les injonctions qui leur sont imposées. En tant que femme, on nous dit souvent « Ne sois pas en colère, ne sois pas agressif, ne te défends pas, ne protège pas ton intégrité, ne dis à personne qu'il n'a pas le droit de toucher ton corps ou de parler d'une certaine manière », déplore Mia Magic dans son entretien donné
aux médias britanniques The Independent. Le patriarcat peut être essayé d'obscurcir notre lumière, mais nous tissons notre propre destin, avance-t-elle dans un autre post sur son compte Instagram. Mais en nous écoutant, tout s'explique. Vous savez, quand on a entendu « pute, ferme-la, con, naïf, incompétent, ignorant, débilos ». Vous savez, ce sont les accusations ayant conduit au départ de la quasi-totalité des membres du cabinet de Prisca Thévenot, la porte-parole du gouvernement. Bah voilà, fallait pas en faire un fromage de cette histoire. Madame la ministre a donné donc au rage rituel contre un mâle blanc de plus ou moins 40 ans, pas assez déconstruit au goût de Madame Sandrine Rousseau. Une femme bien malheureusement frustrée à cause du patriarcat. Ah, selon les chercheurs, Nicolas, l'idée de la polyandrie, une femme ayant plusieurs maris, serait une clé du bonheur féminin. Et cela reposerait sur plusieurs facteurs. Tout d'abord, la diversité des partenaires permettant aux femmes de combler différents besoins émotionnels, intellectuels et physiques, qu'un seul partenaire pourrait ne pas être en mesure de satisfaire pleinement. L'étude suggère également que la polyandrie pourrait conduire à une meilleure répartition des responsabilités domestiques et parentales. En ayant plusieurs partenaires, les tâches et les obligations seraient partagées plus équitablement, réduisant ainsi le fardeau souvent porté de manière disproportionnée par les femmes dans les relations monogames traditionnelles. De plus, les chercheurs soulignent que cette configuration pourrait également offrir un réseau de soutien émotionnel et financier plus étendu, les femmes bénéficiant d'une plus grande sécurité dans les différents domaines de leur vie, étant donné le soutien de multiples partenaires. L'étude aborde également les défis potentiels de la polyandrie, notamment la gestion de la jalousie, la communication entre les partenaires et la nécessité d'une maturité émotionnelle élevée pour maintenir une telle relation. Les auteurs de l'étude insistent sur le fait que le succès d'une relation polyandrique dépend de la communication ouverte, de la confiance, du respect mutuel entre les partenaires. Eh bien, que ces messieurs qui sont dans ce studio en prennent de la graine. Que voulez-vous que je vous dise ? On n'arrête pas le progrès. Hein. Ah oui. Le salut est probablement pour les hommes dans le transgenrisme pour devenir une bonne meuf comme les autres. Ainsi, du prix d'interprétation féminine attribué cette année à Cannes à Carla Sofia. Enfin, précédemment, Carlos Gascon, qui a dédié son prix à toutes les personnes trans qui souffrent. Un mouchoir, Lara, peut-être. Une revue de presse qui ne cesse d'évoluer aujourd'hui dans ce libre journal de géopolitique profonde. Nous accueillons aujourd'hui donc Laurent Martin Saint-Léon, gaulliste, souverainiste, ancien proche de Charles Pasqua, élu de l'Ouest parisien, homme de réseau. Agnières-sur-Seine, l'Ouest parisien. C'est pas à l'Ouest parisien ? Non, mais précisez, hein, c'est une grande ville. Hein. Homme de réseau. Et un peu, paraît-il, oiseau de nuit. Mais je le sens pourtant en pleine forme aujourd'hui pour nous faire sa chronique. Bonjour Nicolas, bonjour Lara et bonjour aux auditeurs de Radio Courtoisie. Ravi d'être parmi vous aujourd'hui. Une semaine qui a commencé dès dimanche, puisque le gouvernement a fait le choix d'annoncer sa nouvelle réforme de l'assurance chômage. La 4e en l'espace de 7 ans, et certainement la plus dure, avec une réduction de la durée d'indemnisation et un rehaussement du seuil des seniors suite à la réforme des retraites. Pour bénéficier d'une indemnisation à taux plein, il faudra désormais avoir 57 ans et on pourra avoir accès aux 22 mois qui suivent. Après la formation professionnelle, c'est au tour de l'assurance chômage de tomber dans le giron de l'État qui, comme chacun le sait, est un excellent gestionnaire. Comme en témoigne le budget prévisionnel de France Compétences, qui gère les budgets de la formation professionnelle et qui accuse, comme chaque année cette année, un déficit de l'ordre de 1 milliard d'euros. C'est l'échec de la négociation sur les seniors qui a servi de prétexte au gouvernement pour opérer ce qu'Alain Ruello dans Les Échos appelle avec raison une nationalisation qui ne dit pas son nom. Car l'Unédic a de l'argent. Et c'est le site très ancré à gauche Basta qui le rappelle. En 2022, les comptes étaient excédentaires de 4,3 milliards d'euros et en 2023 de 1,3 milliard d'euros après une ponction de l'État de 2 milliards pour financer sa politique de l'emploi dont chacun mesure aujourd'hui le succès. Pour faire passer ce braquage en gants de velours, le gouvernement se justifie en prétendant préparer le rebond économique de 2025. Frère Gabriel, ne vois-tu rien venir ? Eh bien, Standard & Poor's ne le voit pas en tout cas, puisqu'il a annoncé hier l'abaissement de la note française à A-. Et l'organisme ne voit surtout le déficit public avancé par Bercy de moins 5,1 pour 2024 au lieu des 4,4
prévu, ainsi que, vous l'avez souligné, le trou de la sécurité sociale de 16,6 milliards d'euros au total. Soyons clairs, les chômeurs n'ont qu'à traverser la rue. Ils y trouveront en réalité les plans sociaux qui s'annoncent massifs pour la fin de l'année 2024, avec une couverture sociale en baisse. Voilà pour l'assurance chômage, un début de semaine donc tonitruant, et une semaine qui s'est caractérisée aussi par l'annonce des listes des candidats aux élections européennes de 2024 en France. 38 listes, le record est battu, avec au total 3078 candidats. On retrouve parmi ces candidats qui ont été classés par le site Wikipédia 16 attrape-tout. C'est comme ça que le site les classe. Alors on va évidemment de l'extrême droite à l'extrême gauche avec le parti animaliste toujours présent, mais aussi un parti pirate qualifié là aussi d'attrape-tout qui prône la cyberdémocratie avec bien évidemment les incontournables Francis Lalanne et Dieudonné, pense à moi comme je t'aime, rien ne nous séparera. Et puis aussi, bien évidemment, les inénarrables espéranto langue commune, là aussi qualifiés par attrape-tout par Wikipédia, mais là on ne peut pas leur donner tort. Et puis le Parti des abeilles avec une ruche citoyenne qui sera présente aussi. Bref, les électeurs ont le choix. Je me souviens d'une élue d'Asnières-sur-Seine qui pourrait être peut-être membre de la liste. Salut-là au passage, effectivement. effectivement. Il n'y avait pas que des frelons dans cette équipe. Mais il y avait aussi la reine des abeilles, je suppose, à Asnières, non ? Absolument. Et puis une liste aussi disco, celle de Valérie Hayer, qui fait côtoyer un Guetta et une ABBA, ce qui peut-être lui permettra de danser au-dessus du volcan. Elle est pourtant très très loin de Jordan Bardella, dont on se demande de quel nom sera le triomphe. Alors la question qu'on peut se poser aujourd'hui, si on essaye d'analyser un tant soit peu ces élections, c'est est-ce que le score tonitruant annoncé pour le candidat du Rassemblement national fera les frais d'une dispersion éventuelle au profit de ces 38 listes. Vous savez que les électeurs peuvent imprimer leur bulletin de vote pour aller voter. Fera-t-il beau ou pas dimanche prochain ? C'est aussi la seconde question fondamentale de cette élection qui finalement a un retentissement bien plus national. On a peu parlé d'Europe, peu parlé de souveraineté, pardonnez-moi quand même de le noter, à l'exception évidemment de certaines listes qui sont réellement gaullistes. Et je salue en l'espèce François Asselineau aussi, candidat avec qui j'ai partagé un bureau il y a quelques années. Cet éparpillement, on le constate aussi dans les festivités du débarquement, puisque Vladimir Poutine ne sera pas convié aux festivités du débarquement. Là encore, peut-être on peut quand même le dire, quel que soit le contexte mondial. Il n'y aura même pas de délégation de Russie. Il n'y aura même pas de délégation. Alors, originellement, la délégation soviétique et russe, et la présence de Vladimir Poutine... Il faut changer de logiciel. Était prévu... toujours au siècle d'avant, était prévu en général les années en 4. C'est-à-dire que c'était toujours pour les anniversaires par dizaines que le président russe était convié. Nous sommes en 2024, il aurait dû logiquement être convié. Il ne l'est pas du fait du contexte international, mais rappelons quand même, et nous sommes dans une radio qui a lutté contre le communisme pendant des années et qui ne peut pas être justement, vous parlez du logiciel du siècle d'avant, soupçonné de complaisance à l'égard de l'ex-Union soviétique. Néanmoins, rappelons quand même l'opération qui a permis aussi de faire contrepoids au débarquement et de favoriser celui-ci, qui était l'opération Bragation, qui, le 22 juin 1944, est déclenchée par Staline et qui permet d'ouvrir un autre front à l'Est et de permettre aux Alliés d'effectuer leur percée, les Allemands étant occupés des deux côtés, encerclés. Cette opération Bragation permettra une avancée de 600 km, fera 400 000 tués et blessés chez les Allemands, soit plus de 3 fois les pertes infligées par les Alliés en Normandie, et détruira 28 divisions allemandes. Emmanuel Macron réinvente un nouveau Yalta en l'espèce, et oublier l'histoire de cette sorte est évidemment préjudiciable. Et il n'y avait pas de Français à Yalta. Mais je ne suis pas persuadé que Macron soit encore français. Mais bon. Ce qui est encore plus grave que Poutine ne soit pas en Normandie, c'est surtout que les Français ne soient pas présents à la fête russe. C'est François Martin. Les 24 millions de morts, du côté russe, et qui ne soient pas au monument aux morts
Normandie-Niémen, par exemple. Ça, c'est insupportable. Merci François Martin. Allez, terminez votre chronique. Je termine rapidement cette chronique, puisque vous me demandez de me presser. Nicolas m'avait dit que j'avais du temps, mais finalement je n'en ai pas. C'est toujours comme ça avec moi, c'est pas nouveau. Ça, oui. On me le reproche. Il paraît même que j'oppresse mes invités. Non, tout va bien. Vous avez cité la réquisition de l'hôpital Chardon-Lagache, très brièvement, dans le 16e arrondissement, où nous nous trouvons aussi aujourd'hui en tant que centre Amis courtois, préparez-vous. Pour migrants. Le maire du 16e arrondissement a organisé un happening, on ne peut pas appeler ça autrement, où il a convié ses administrés pour déplorer le fait qu'il n'y avait pas eu de consultation, qu'ils n'avaient pas été informés, qu'il n'y avait pas de concertation, pas de réponse du ministre de la Santé. Il faut qu'on dise à cet élu sympathique que j'ai eu beau parcourir hier soir le camp des saints de Jean Raspail, je n'y ai trouvé nulle part les phrases consultation et concertation. Je pense qu'il faut là aussi réviser le logiciel. Et je terminerai par deux choses importantes, des comebacks. Le 327e comeback de Nicolas Sarkozy. Donc comeback, là, ça va coûter cher. Allez, les euros tombent dans le cochonnet. Oui, Laurent, préparez-vous à donner... Je donnerai. Comeback, dont deux comebacks. Le comeback de Nicolas Sarkozy, l'ancien président de la République, fait son 327e comeback. Il enfile des perles, je l'ai écouté. Alors, vous parlez comme Libération, Nicolas, une fois n'est pas coutume. Deux versions, justement, dans l'interprétation de cette interview qui a été donnée par l'ancien président de la République au Figaro. Pour Libération, c'est entre lieu commun et soumission. La décrépitude d'un ancien président, ils y vont fort. Pour eux, effectivement, c'est le syndrome de l'ex. Poncif, réactruisme conservateur, voilà, Libé s'en donne à cœur joie, vrai morceau de bon sens has-been, vous repasserez pour le costard. De son côté, en revanche, le site Atlantico, lui, considère que Nicolas Sarkozy décoche ses flèches pour tenter de ramener Emmanuel Macron à la raison. Et Libération ayant considéré que Nicolas Sarkozy était un vieil oncle grincheux, peut-être qu'effectivement, le vieil oncle grincheux pourra être utile pour ramener l'oncle Sam à la raison et éviter le pire. Et puis le dernier comeback, c'est une note personnelle, et après je vous promets, j'arrête. C'est cette semaine le retour du groupe AC/DC à Séville, le 29 mai. Un groupe qui est attendu en France à partir du mois d'août. Ça nous fera du bien après Jules et Aya Nakamura. Bah oui. Le groupe AC/DC est bel et bien là. Angus Young avec sa guitare électrique en pole position. Brian Johnson, le chanteur, a retrouvé sa voix. On écoute à chaque fois et avant Steve la Young revue de a presse. succédé à son oncle Malcolm Young, décédé depuis. Donc un bel événement, un beau comeback celui-là. Nous serons heureux de retrouver AC/DC au mois d'août. Formidable. Merci pour cette revue de presse matinale, mais très tonique. Mon cher Laurent Martin Saint-Léon, on vous réentendra avec grand plaisir. Merci à vous. Allez, c'est parti pour la suite. Ah oui, c'est le grand angle. Et nous préparons qui sera Zarathustra ce matin, en compagnie évidemment de François Martin. C'est Éric Denessé. Chers auditeurs, François, comment allez-vous aujourd'hui ? Je vais très bien, mon cher. J'ai passé les bouchons, Hidalgo, l'A13, et je suis là. Donc, vous avez passé une bonne soirée hier soir ? Oui, excellente. Ce François Asselineau est étonnant. J'étais surtout très intéressé par la liste de ces colistiers. Il y a des jeunes, il y a des vieux, il y a des gens très populaires, il y a des grands diplomates. C'est vraiment une tranche de France. C'est très intéressant. C'est un système qui met plus de temps à monter parce qu'il est moins caractéristique que si on disait voilà, moi je suis de droite, je suis de gauche, je suis islamo-gauchiste, je suis identitaire, mais je pense qu'à partir du moment où il va percer, il va aspirer chez tous les autres parce qu'il n'a pas d'autre ligne que en fait la ligne gaulliste qui est la liste de la France éternelle en fait. Il n'y a rien d'autre que ça. Et j'étais très content d'y être, c'était très intéressant, très très intéressant. Merci François, on rappelle François Martin, cofondateur de l'Euteria et du Néoconservateur, avec Paul-Marie Couteau en particulier, auteur du livre Ukraine, un basculement du monde aux éditions Jean-Cyril Godefroy. Et puis nous avons en Zoom notre invité principal de cette seconde partie, Éric Denessé. Bonjour Monsieur Denessé, est-ce que vous nous entendez déjà ?
Oui, bonjour, vous m'entendez bien? Eh ben Très bien. nous aussi, docteur en sciences politiques, habilité à diriger des recherches. Vous êtes directeur du Centre français de recherche sur le renseignement, le fameux CF2R, et de sa société de conseil en risque management, CF2R Service. Vous avez successivement auparavant été à la fois officier analyste dans la direction de l'évaluation et de la documentation stratégique du SGDN, ingénieur commercial chez Matra Défense, responsable de communication, un nombre important de casquettes, directeur des études du Centre d'études et de prospective stratégique aussi, par exemple. Mais il n'y a pas que cela. Vous avez aussi... Eric a été en poste au Cambodge. Alors j'allais le dire, voilà. Justement sur cet aspect aussi opérationnel qui est essentiel dans ce que l'on recherche, c'est-à-dire pas seulement des gens qui vont se copier les uns les autres, qui bavardent sur Internet, mais aussi des gens qui ont cette expérience concrète, comme vous venez de le dire, François Martin, Absolument. au Cambodge aux côtés de la résistance anticommuniste, et en Birmanie, pour la protection des intérêts totaux contre la guérilla locale. 34, je disais en introduction, 34 ouvrages, rien que cela. J'aimerais qu'on parle en particulier, en tout cas, des deux derniers aux éditions CF2R, Ukraine, la guerre américaine et la guerre russo-ukrainienne. Ça va nous permettre de nous mettre tout de suite dans le bain de cette émission, où on pourra parler peut-être d'autres sujets si nous en avons le temps, mais s'il faut rester sur l'Ukraine, on restera sur l'Ukraine durant toute l'émission. Ça va dépendre un peu des échanges entre nos experts, entre François Martin et Éric Denessé. Dans votre livre, Éric Denessé, Ukraine, la guerre américaine, aux éditions CF2R, tout prouve, est-il dit dans le 4e de couverture, que le drame de la guerre en Ukraine a été déclenché délibérément. Et la Russie s'est mise en position d'agresseur, poussée en cela par les États-Unis, l'OTAN et le gouvernement Zelensky. De plus, et c'est là que j'aimerais insister, nous avons été confrontés depuis l'automne 2021 à un scénario médiatique concocté de toutes pièces à Washington qui rappelle celui ayant légitimé l'invasion en Irak en 2003. Ce conflit est donc bien, dites-vous, une guerre américaine par Ukrainiens interposés dont le but est d'affaiblir la Russie et dans laquelle les États européens se sont laissés entraîner. Alors, Éric Denessé, est-ce que, à la fois, j'aimerais que vous reveniez sur ce que vous dites là, et est-ce que vous pensez que ce qui est en train de se passer actuellement avec quand même un changement de braquet, que ce soit l'usage d'armes occidentales sur le territoire russe, que ce soit l'éventualité de formateurs pour aider les soldats ukrainiens, voire même on parle de brigades motorisées, enfin on en saura plus à mon avis dans les jours qui vont venir, et peut-être après la célébration du 6 juin. Est-ce que ça aussi, ce qui arrive aujourd'hui, c'était prévu par rapport à ce qui semble être, écrivez-vous, un scénario d'ensemble qui avait été concocté à l'avance? D'abord, je salue les auditeurs et mon ami Martin, dont j'ai apprécié le livre, il le sait. Oui, alors, tout à fait. Pour répondre à votre question sur les deux aspects, oui, c'est une guerre provoquée délibérément par les États-Unis. Nous l'avons toujours dit depuis 2014. Je crois qu'il faut le réaffirmer avec force, d'autant plus que de plus en plus d'informations sortent outre-Atlantique, même si on ne regarde pas assez ce qui se passe là, sur place, d'un certain nombre d'acteurs politiques qui confirment cette analyse en montrant à quel point les néoconservateurs avaient besoin de cette guerre pour affaiblir la Russie, pour étendre sans cesse leur influence, leur hégémonie dans le monde. Donc aujourd'hui, quand on voit des gens nier cette analyse-là et considérer que la guerre commence en 2022, c'est une cécité, soit par inconscience, soit volontaire. Malheureusement, nous sommes confrontés à une véritable guerre qui a été déclenchée par les États-Unis. Juste une métaphore, elle vaut ce qu'elle vaut, mais imaginons un instant que les Chinois aient voulu installer des bases de missiles et des régiments aux frontières du Nouveau-Mexique. Quelle aurait été la réaction américaine? Évidemment, Washington aurait déclenché une guerre contre le Mexique. Donc aujourd'hui, il s'est passé à partir de 2014 et 2022 la même chose avec la Russie. Je rappellerai que depuis 30 ans, depuis la fin de la guerre froide, nous n'avons cessé de renier nos engagements et d'humilier les Russes. Et malheureusement, quand on agite trop longtemps un chiffon rouge de cette nature devant un État qui a décidé de faire respecter sa souveraineté, on a les réactions que l'on a vues. Et je dirais que sans être pro-russe, il faut reconnaître qu'il faut être anti-occidental ou anti-américain sur ce sujet-là, parce que les élites américaines, il s'agit bien sûr absolument pas des peuples, les élites américaines et de l'OTAN ont
tout fait pour créer ce conflit dans lequel elles sont aujourd'hui empêtrées. Alors, sur le deuxième aspect, il y a effectivement une évolution notable depuis quelques jours. On a eu un petit peu le chaud et le froid. Il y a un mois environ, on voit Anthony Blinken de passage à Paris, qui discute avec Emmanuel Macron, qui se redit opposé aux frappes ukrainiennes sur le territoire russe, y compris aux raids de commando. Et puis, devant l'avancée russe et devant des discussions multiples qui existent aux États-Unis et dans les cénacles de l'OTAN, eh bien, on a fait un virage à 180 degrés et aujourd'hui, on voit bien sûr Biden dire qu'on peut utiliser les armes à longue portée contre le territoire russe, mais aussi Stoltenberg, le secrétaire général de l'OTAN, Emmanuel Macron, qui est le premier, je dirais le premier vassal qui se veut plus royaliste que le roi des Américains. Et puis, on voit les Danois, les Anglais, les Polonais tenir des discours similaires. On voit des discours absolument ahurissants. Les présidents estoniens et finlandais sont des pays de moins de 5 millions d'habitants. J'ai presque envie de dire qu'ils ne représentent rien et qui veulent détruire la Russie. Voilà. Si ce n'était pas tragique, je crois qu'on se tiendrait les côtes de rire devant la stupidité et l'irréalisme de tels propos. Et donc, je dois avouer que pour la première fois depuis 2 ans, je suis véritablement inquiet des risques de dérive de ce conflit vers une possible aggravation pouvant aller jusqu'en tout cas à des menaces nucléaires très sérieuses, à défaut d'utilisation de l'arme, bien sûr. Et ça, vous croyez, Éric de Nessé, que c'est vété à l'origine lorsque on a poussé la Russie à entrer dans cette guerre Ukraine, la guerre américaine, écrivez-vous. Est-ce que ça avait été envisagé à l'époque? Non, parce que je ne pense pas, puisque les Américains, en déclenchant ce conflit, penseraient que les Russes ne réagiraient pas ou s'écrouleraient ou que les sanctions les mettraient à genoux et donc qu'ils pourraient installer l'OTAN aux portes de la Russie et de la Biélorussie et que le régime de Kiev pourrait accueillir sur son sol des unités militaires, des bases de missiles et donc finalement on aurait totalement affaibli la Russie. Mais il y a eu une énorme erreur d'évaluation, une arrogance et un manque de réalisme flagrant de la part des États-Unis, qui sont aveuglés par leur propre puissance. Et donc, ils n'avaient pas prévu ça. Et donc, depuis 2 ans, ils se retrouvent dans une situation difficile. Ils n'ont pas pu affaiblir la Russie. La Russie sort même renforcée de ce conflit. Le système occidental est très affaibli. Le dollar est de plus en plus menacé. Et donc, les dirigeants néoconservateurs qui sont aujourd'hui à la Maison-Blanche sont pris de court. Il leur faut réagir. Ils ne veulent pas perdre la face. Ils sont très ennuyés par la très probable victoire de Trump aux prochaines présidentielles. Donc, au lieu de faire preuve de réalisme, on a vraiment des gens qui sont, j'ai envie de dire, entrés dans une forme de folie, dans une fuite en avant totalement irresponsable, irréaliste et qui pourrait nous entraîner dans un chaos. Le problème, c'est que nous avons en France quasiment le clone de ce système-là. Il ne m'arrive pas souvent de sortir de mon rôle d'analyste sur les questions d'affaires internationales. Mais là, pour la première fois, je crois qu'on peut dire qu'on a le même type d'incompétence, d'irréalisme et d'irresponsabilité de la part de l'hôte de l'Élysée que ceux qui tournent autour de la Maison-Blanche. Merci Éric de Nessé, voilà des mots bien sentis. Votre réaction, François Martin? Oui, bien sûr. Alors, sur le premier aspect, l'évolution du conflit, oui, bien sûr, je suis absolument d'accord. Et alors, il y a un point particulier dont nous avions eu l'occasion de discuter. Mon cher Éric, je ne sais pas si c'est présent dans le livre, parce que c'est la question de ce qui a précédé l'attaque russe, en fait. Parce que ce point très important est totalement ignoré. Comme d'habitude, on fait commencer le film au moment où on veut, c'est-à-dire on coupe le premier acte, on fait commencer le film au moment où le type rentre dans la pièce avec le poignard, mais on oublie qu'on l'avait menacé de mort et on lui avait mis du poison dans sa soupe pendant un mois avant. Donc on fait commencer à ce moment-là. Et moi, je me souviens que lorsque Victoria Nuland décide, le gouvernement fixe le gouvernement, une semaine avant les événements du Maïdan, ce qui prouve bien qu'elle les a organisés. Ensuite, elle fixe au gouvernement la ligne politique, et la ligne politique, c'est pousser les Russes au conflit armé. C'est-à-dire que dès 2014, la ligne politique, ça consiste à faire en sorte que les Russes attaquent de façon à pouvoir dire que les Russes sont les agresseurs. Et il y a une phase extrêmement importante et qui est un peu sensible et qu'on ne développe pas assez, c'est tout ce qui s'est passé juste avant l'attaque des Russes, c'est-à-dire le début d'attaque ukrainien.
le fait qu'il y a eu 300 000 soldats massés et qui ont commencé avec les bombardements qui ont augmenté, etc. Il serait bon disons, de médiatiser, de développer plus cet aspect qui montre que les Russes sont défensifs. Et d'ailleurs, il y a eu je crois, une plainte contre Stoltenberg qui a été émise et qui montre qu'en fait, moi j'ai lu ça avec beaucoup d'intérêt, alors je ne sais pas ce que ça a donné, qu'en fait, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes en droit international prévaut sur l'intangibilité des frontières. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les forces ukrainiennes se jettent sur le Donbass ou essayent de le faire, d'abord depuis 2014 et surtout en 2022, il eût fallu que non seulement les Russes, mais l'ensemble des pays de la planète en droit international volent au secours du Donbass pour l'empêcher d'être écrasé par les forces qui ne savent pas, et c'est important de le dire. Alors ça, c'est sur le premier point. Je demanderai la vérification du patron quand même du Centre français de recherche sur le renseignement, parce que ça, on l'entend, mais justement, parce qu'il est patron d'un centre de recherche de renseignement, il va pouvoir valider. Oui. Juste un mot, parce que c'est pas. Non, je suis encore une fois globalement d'accord avec mon ami François Martin. Sur ce plan, ce n'est pas clair, parce qu'on a l'exemple du Haut-Karabakh, où effectivement il y a eu un débat juridique très long en disant qu'est-ce qui prévaut. Que c'est l'intangibilité des frontières ou est-ce que c'est le droit des peuples à disposer eux-mêmes? Et dans le cas du Haut-Karabakh, personne n'est intervenu non plus. On a laissé les Azéris reconquérir cette région ancestrale arménienne sans cligner d'un œil. Donc juridiquement, pour avoir étudié le dossier, à mon sens, François a peut-être d'autres éléments, ce n'est pas clair pour nous. D'accord. Enfin bon, je voulais verser cet élément au dossier parce que on dit toujours l'attaque russe ou l'invasion. En fait, le mot est impropre. Il ne s'agit pas d'une invasion, il s'agit de défense de population qui, dans ce cas-là, est légitime. Mais surtout sur le deuxième point, alors moi, je suis à la fois inquiet et pas trop inquiet sur ce qui se passe en ce moment. D'abord, ça, vous êtes assez optimiste. Alors, je ne sais pas si c'est par nature, mais vous l'êtes depuis le début. Je cherche toujours des solutions. Il n'y a pas des solutions. Mais est-ce qu'ils veulent, eux, des solutions ? Probablement pas, mais disons, il faut toujours essayer de raison garder dans les questions internationales parce qu'elles sont toujours dangereuses. Et on va aux extrêmes très facilement. Et le risque, c'est d'aller aux extrêmes. Mais ce n'est pas nous qui allons. Non, mais c'est d'y aller même dans son raisonnement en disant on va forcément vers la guerre. Moi, je dirais qu'il y a deux choses qu'il faut voir. C'est d'une part les principes et d'autre part les comportements. C'est deux choses différentes. Alors, le principe, c'est que cette guerre, en fait, est à la fois globale, nucléaire et locale. Les trois à la fois. Elle est globale parce que elle est à la fois économique, politique, médiatique, financière, juridique, etc. Et ça, on le sait dès le début. Mais elle est également nucléaire et locale. Et elle est nucléaire, elle est locale parce qu'elle est nucléaire. C'est-à-dire, elle n'est pas nucléaire parce que les belligérants se tirent dessus à coups de bombe atomique, mais parce qu'ils pensent en permanence au fait que le vrai risque est là. Donc, il y a eu un accord tacite entre eux, on l'a bien compris, pour que la guerre soit circonscrite au territoire ukrainien et qu'elle n'en déborde pas. La meilleure preuve, c'est l'affaire du missile qui est tombé en Pologne, là, qui a tué 2 agriculteurs, où tout le monde s'est précipité pour l'attendre. C'est les Russes, ça y est, ils attaquent la Pologne. Et en fait, les États-Unis ont réagi immédiatement en disant pas du tout, c'est un missile ukrainien. Donc, c'est pas. Là-dessus, on est bien d'accord, François. Voilà. Mais alors, justement, est-ce que ce n'est pas une évolution que de dire ils peuvent utiliser, qui est une hypocrisie, permettez-moi, attendez juste 2 petites secondes que je vous je termine ma question. C'est-à-dire que c'est se moquer du monde que de dire les Ukrainiens vont pouvoir utiliser des armes occidentales de l'Ukraine vers la Russie, sachant qu'on sait très bien que les servants souvent de ces armes, c'est nous, c'est les Occidentaux. Bien sûr. Alors est-ce que ça change la donne ? J'allais terminer mon propos pour aborder ça justement. C'est que à partir du moment où on sort de ce système qui est contraint, il y a 2 façons.
La première façon, c'est de faire venir des troupes étrangères sur le territoire ukrainien. Et la deuxième façon, c'est de tirer directement sur la Russie. C'est les deux façons. Donc aujourd'hui, on voit bien qu'on est en train de supprimer ce principe, non pas tant parce qu'on fait les choses, parce qu'il y a des Français, comme il y a des Allemands, comme il y a des Américains, depuis 2022, et même depuis 2014. La meilleure preuve, c'est que la première base sur laquelle ils ont tiré 3 ou 4 jours après le début de la guerre, c'est la base de Yavoriv. Yavoriv, c'est la grande base d'entraînement des supplétifs étrangers qui a été montée depuis 2014, qui est la base de ce qu'on appelle le PPP, le partenariat pour la paix, qui est le partenariat Ukraine-OTAN. J'aime bien quand vous rentrez dans ces détails. Ça veut dire que l'Ukraine est... C'est important qu'on ait ce genre d'informations, parce qu'on ne les aurait pas ailleurs. Moi, je le sais, parce que j'avais lu un reportage, mais à se tordre de rire, d'un jeune Marseillais qui était parti là-bas, était arrivé à Yavoriv, et il a été là-bas la nuit, justement, où ils ont reçu les bombes. Donc le type est tombé de son lit, s'est précipité dans la forêt et il est resté à poil par -20 pendant toute la nuit. En attendant de pouvoir revenir au matin, il a pris ses affaires et il est retourné à Marseille. Donc il racontait ça. Et c'est là que j'ai découvert ce que c'était, en fait, que le pays était totalement otanisé. Et c'est cette base de Yavoriv. Or, ils ont tiré sur la base de Yavoriv à nouveau hier ou il y a 2 jours. Donc, et ils ont tué, je crois, 40 ou 50. Mais pourquoi ils ne tirent que maintenant ? Alors que c'est le principal centre de formation. Vous posez la question, vous pouvez y répondre ? Mais bien sûr. Ils ne l'ont pas fait parce que je pense que Poutine cherche depuis toujours à ne pas accumuler les cadavres dans sa relation avec l'Ouest. Parce que c'est un homme qui n'insulte jamais l'avenir. Donc il garde toujours la possibilité de pouvoir, en même temps, il dit attention, si vous allez trop loin, j'ai mes bombes, etc. Et en même temps, il ne ferme pas les portes à un retour vers l'Ouest qui est ce qu'il recherche et ce que les Américains ne veulent à aucun prix. C'est pour ça que les Américains poussent à envoyer, si possible, des Européens, parce que le jour où il y aura des dizaines de milliers de morts dans la relation entre les Russes et les Européens, ce jour-là, la réconciliation ne sera plus possible. C'est ça qu'ils cherchent. Donc ça, c'est sûr. Mais ils sont déjà là. Alors ce qui est grave, c'est qu'on le dit. Voilà. Et si on le dit, ça veut dire qu'on oblige Poutine à répondre parce qu'on fait quelque chose d'officiel de ce qui était déjà officieux. Et pour les tirs sur la Russie, c'est déjà le cas puisque Belgorod est bombardé de façon régulière et ils essayent de tirer sur le... Mais aujourd'hui, on le dit. Donc, c'est ça la différence. Donc, je pense que Poutine est un homme qui est très froid et très calculateur et je pense qu'il va regarder, en fait, qu'est-ce qu'il en est de la pratique. Parce que si la plupart des missiles Scalp sont détruits avant d'arriver sur leur base de lancement en Ukraine, stratégiquement, ça ne changera rien. Donc, il continuera à affaiblir le pays, donc il ne changera pas. Par contre, si ça devient stratégique, à ce moment-là, il cherchera d'autres façons de répondre. Alors, lui, il a très bien... Qu'est-ce que vous appelez stratégique ? Et après, on rend la parole à Éric C'est-à-dire qu'à partir de ces missiles, ils arrivent effectivement à détruire un nombre relativement important dans l'arrière-cour russe. Voilà. Est-ce que ça sera le cas ? Là, on rentre dans la pratique. Donc, le fait que le principe ait été abandonné, ça, c'est grave. Par contre, est-ce que la pratique sera à la hauteur de la chose ou non ? Voilà. On connaît bien François Bertrand. Or et pour dernier point, il a aussi parfaitement analysé qu'en fait, Biden ne veut pas choisir. Biden est très content il est très content. Il ne veut pas prendre le risque d'un effondrement. Il ne peut pas prendre le risque d'un effondrement du front, parce que là, l'OTAN, c'est l'OTAN qui est perdant devant tout le monde, qui perd la face. Et il ne veut pas non plus prendre le risque d'une escalade nucléaire. Et il ne veut pas non plus prendre le risque de faire la paix quelques mois avant de se faire foutre dehors, je dirais, de la présidence américaine. Donc, qu'est-ce qu'il fait ? Il remet une pièce dans le jukebox en disant, tiens, on va jouer un truc de plus, maintenant, qu'est-ce que tu fais ? C'est-à-dire, il essaye de gagner du temps. Moi, je crois que c'est ça, comme ça, qu'il faut lire. Alors, après... Donc, il va recadrer Macron après le 6 juin, d'après vous ? Ils vont essayer de tirer un peu sur des bases russes, mais on va voir, effectivement, si cette stratégie va arriver à un résultat. Moi je pense qu'elle n'arrivera pas, parce que
encore une fois, les Russes savent tout ce qui se passe sur le territoire ukrainien partout. Donc, on ne fait pas venir des scalps comme ça sans que ça se sache, enfin, en les cachant dans l'arrière de sa voiture. Je pense pas. Donc, je ne suis pas certain. Je veux dire, il faut conclure. C'est en même temps inquiétant sur le plan du principe, mais on ne peut pas en déduire que ça sera grave sur le plan des comportements. Voilà ce que je veux dire. Très bien, c'est intéressant en tout cas. Éric Denessé, on vous laisse réagir par rapport à tout ça, et puis éventuellement les autres personnes après autour de cette table. Oui, alors je suis moins confiant que François. Ouais. Je pense qu'il y a deux éléments importants qu'il faut voir. C'est que en pratique, les accords ont déjà été bafoués. Il faut rappeler qu'au début du conflit, William Burns, ancien ambassadeur à Moscou et patron de la CIA, est allé en Russie, et qu'un accord avait été passé entre la CIA et les Russes avec deux axes majeurs, pas d'extension du conflit de la part des Russes dans d'autres pays que l'Ukraine, et pas de frappe de la part des Ukrainiens ou des Occidentaux sur le territoire russe. Cet accord a été bafoué assez rapidement parce que les Ukrainiens ont mené de nombreuses opérations, y compris des raids de commando en territoire russe. Alors on a du mal à savoir si les Américains ont fermé les yeux ou si ça leur a vraiment échappé. Et puis depuis, alors il y a les raids de commando, les attaques de drones, et puis les frappes de missiles sur Belgorod. Et ça, c'était, on va dire, jusqu'à il y a un mois et demi. Donc ce n'était pas nouveau. Et par contre, ce que signale François et Jules, c'est qu'en même temps, ça devient officiel aujourd'hui. Et avec des missiles qui tirent à 300 km, comme les Scalp, les Storm Shadow, les attaques MS et ce qui leur est livré, les Ukrainiens ont vraiment la possibilité de taper à l'intérieur du territoire russe. Et on l'a vu sur un site de missiles anti-nucléaire ABM ces derniers jours, ce qui n'a pas d'efficacité militaire, mais ce qui est une action. Alors, encore une fois, les Russes, par rapport à ça, font preuve de mesure. Ah oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Depuis le début du conflit, la Russie fait preuve d'une extrême mesure. Il faut rappeler qu'il y a aujourd'hui plus de victimes civiles à Gaza en 7 ou 8 mois de conflit que les Russes n'en ont fait en 2 ans et demi en Ukraine. Ils ne ciblent jamais les populations civiles. Il y a bien sûr malheureusement des victimes collatérales, mais on est dans un conflit, et ça c'est assez nouveau sur les 30 dernières années, où 90% des victimes, voire plus, sont des militaires. Alors que tous les conflits que nous connaissions depuis la guerre froide étaient d'abord, les premières victimes étaient d'abord les populations civiles. Le deuxième élément qui me rend moins confiant, c'est que je crois que nous sommes entrés dans une irrationalité totale de la part d'un certain nombre de dirigeants qui ne sont malheureusement pas contraints par leur entourage. On le voit aux États-Unis où il y a plus de pilotes dans l'avion depuis longtemps. Biden est un légume. Et donc, il y a des affrontements entre plusieurs centres de pouvoir, que ce soit le Pentagone, la CIA, le Conseil de sécurité, le département d'État, les Blinken, les Sullivan, même Nuland, qui est sorti du corps diplomatique et qui est passé dans le privé, continue à donner son avis. Et ça, depuis plus d'1 an et demi, presque 2 ans, les Russes le disent. C'est pour eux très difficile de savoir qui prend les décisions, qui dirige. Voilà, ils sont extrêmement inquiets. Pour le reste, je suis d'accord avec ça. 100%. Voilà. Pour le reste, on voit bien sûr l'irrationalité totale du président Macron en France. Oui. Les informations, les bribes d'informations que nous avons, et elles valent ce qu'elles valent. Oui. Mais elles sont importantes. En France, oui. On est intéressé quand même à savoir ce que notre chef d'État prépare. Il s'agirait plus désormais d'envoyer des milliers de combattants. Enfin, de toute façon, on n'aurait pas été capable d'envoyer beaucoup d'hommes, mais ce serait un nombre important de conseillers, oui. Peut-être 1000 à 2000, avec bien sûr les Polonais, avec les Danois, avec les Anglais, bien sûr, qui sont très engagés dans ce conflit. Mais ça veut dire qu'au total, on pourrait peut-être avoir entre 5 et 10 000 hommes, voire plus des pays de l'OTAN, s'occupant de la formation directe de brigades ukrainiennes, de la mise en place de systèmes d'armes. Tout ça, c'est pas ça qui est le plus dangereux en réalité, mais c'est que certains disent que Macron est capable d'aller plus loin et de menacer à son tour la Russie de dissuasion nucléaire si quelque chose passer en Ukraine, ce qui n'a aucun sens puisque la dissuasion nucléaire n'est pas faite pour ça. Seulement, on voit bien la manière dans nos états-majors où les têtes étoilées sont totalement, je dirais, silencieuses par rapport à ça. Alors, oui. Bien sûr, l'armée française doit obéir, c'est quelque chose. Nous sommes dans une démocratie, mais à un moment donné où on tombe dans un tel délire de la part du chef de l'État, il serait bon que certaines voix se fassent entendre et montrent l'inanité et la stupidité de ses propos. Le problème, c'est que Macron est en point. Il essaie de bouger tous les Européens pour aller dans le même sens que lui. On voit bien
je fais un parallèle avec la quantité de dette américaine que la France a rachetée ces derniers temps, qu'il est à 200% dans une politique de Washington, qui ne défend en rien les intérêts français. Nous n'avons aucun intérêt dans ce conflit, dont d'ailleurs les premières victimes, les dindons de la farce, sont les populations ukrainiennes, parce que plus le conflit va durer, plus on va tuer des combattants ukrainiens. Il y aura bien sûr des morts russes en face, mais les Américains et maintenant les autres Européens jouent avec l'argent et la vie des autres. Il faut être assez clair sur le sujet. Et encore une fois, et c'est là la petite différence que nous pouvons peut-être avoir avec François, en tout cas dans ce dialogue, c'est que moi je ne suis absolument pas sûr de la rationalité des acteurs occidentaux aujourd'hui. Il a très bien décrit quels étaient les intérêts de la politique américaine, mais c'est finalement un petit peu similaire à la fois pour les Américains, pour Zelensky et pour Netanyahou. On est sur des individus qui sentent que si un conflit s'arrête ou ne va pas dans le bon sens, ils sont perdus personnellement, électoralement et même poursuivis en justice. Et donc, ils sont dans des politiques jusqu'au boutistes, dont malheureusement, je ne suis pas sûr qu'elles nous amènent vers quelque chose de plus stable et qu'ils fassent machine arrière dans les semaines qui viennent. En tout cas, je vous remercie, Éric Denessé, de ce courage de dire tout cela aujourd'hui et que malheureusement, et depuis un moment déjà, je partage totalement chacune de ces paroles que vous venez de prononcer. Avant de continuer l'échange avec François Martin, faisons profiter un peu peut-être tout le monde du plateau. On a cette chance d'avoir Éric Denessé avec nous aujourd'hui. Lara, est-ce que vous vouliez ajouter quelque chose ? Oui, je voulais juste rajouter que même s'il y avait des accords avant, on s'en doute, aujourd'hui ils sont complètement obsolètes parce qu'ils sont violés, ils sont complètement mis de côté par plusieurs facteurs, et n'oublions pas, il y en a un en plus, c'est le 22 mai, s'arrêtait le mandat définitivement de Zelensky, à partir du moment où, et en plus, il devait passer le pouvoir, dans la Constitution prévoit ce genre de cas de force majeure, au chef du Parlement. Or, le chef de Parlement a refusé de prendre ce pouvoir. Donc aujourd'hui, on est même ce côté-là, on est complètement sorti d'un schéma qui avait été prévu au départ. Donc, ça prouve qu'aujourd'hui, il n'y a plus de négociations et de dialogue possible. Est-ce que vous voulez répondre, Éric Denessé, puis on rendra la parole à François Martin ? Non, c'est une remarque tout à fait fondée. Ce régime Zelensky est une pantalonnade, il faut le dire. D'abord, l'individu est un construit. C'est Kolomoïski qui l'a créé toute pièce en faisant cette de lycée qui va devenir président. C'est un homme ultra corrompu. On se souvient des Pandora Papers, même si on a fermé les yeux sur ce sujet. Donc alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas de corruption à Moscou. Je ne dis pas que Poutine n'a pas été kleptocrate à ses heures, mais en tout cas, il a redressé le pays. Comme partout là-bas dans ces pays de l'Est. Comme partout dans 90% des États de la planète, y compris surtout. En Afrique pour faire le Nigeria, qui est le pays que je connais le mieux au monde, je peux vous dire que c'est gratiné. Voilà. Donc nous n'avons pas. Alors par contre, il y a quand même un point sur lequel il convient d'insister, parce qu'on en parlait tout à l'heure avec François, c'est que bien sûr, et c'est évident, il y a du deux poids deux mesures flagrant, stupide de la part de l'Occident, mais il y en a aussi côté russe, parce que sur la Crimée, la politique russe qui est suivie, qui consiste à dire les Criméens ont tout à fait de manière légitime et juste fait le choix du rattachement à la Russie, les Russes n'appliquent absolument pas la même chose pour les Arméniens du Haut-Karabakh. Pour des raisons géopolitiques, ils ont décidé de soutenir l'Azerbaïdjan, donc ils sont en contradiction complète sur le Haut-Karabakh avec la politique qu'ils tiennent en Crimée. Donc ça aussi, il faut le signaler. Et malheureusement, la manière dont les Occidentaux essaient d'aider l'Arménie est extrêmement maladroite. Au lieu de lui faire comprendre qu'elle ne peut pas assurer sa sécurité sans avoir des liens étroits avec la Russie, parce que dans le Caucase, c'est pas possible autrement, eh bien, ils essaient de la récupérer dans le camp occidental et essayer de lui faire croire qu'elle sera peut-être dans l'Union européenne. Ça durcit les positions azérites et ça amène les Russes à soutenir l'Azerbaïdjan. Je vous remercie pour cette analyse, elle est extrêmement lucide et je vous remercie en tant qu'Arménienne. Cette situation-là, effectivement, moi ça avait complètement choqué la façon dont Poutine avait traité le premier conflit en Haut-Karabakh en 2020 et maintenant tout ce qui est advenu et advient encore parce que le conflit n'est pas arrêté. François Martin,
Allez-y, je vous en prie. Juste sur l'Arménie, bien que je ne connaisse pas parfaitement les origines du conflit, je me souviens que c'est l'arrivée du nouveau Premier ministre qui a essayé, sous couvert de lutte contre la corruption, etc., de chasser les oligarques russes, etc. Il s'est jeté lui-même dans le camp américain, c'est-à-dire qu'il a fait la même erreur que ce qu'ont fait d'une certaine façon les Ukrainiens en disant on est dans l'orbite russe mais on va aller se mettre sous le manteau américain qui vont nous protéger et donc on va pouvoir faire ni comme ça aux Russes derrière une bonne protection. Or les Américains les ont purement et simplement laissé tomber et c'est le problème qu'ils ont aujourd'hui, personne n'a bougé, voilà. C'est juste une petite précision, c'est pas par erreur. Il l'a pas fait par erreur, Pachinian. Il l'a fait parce que c'était son cahier de charge. Oui. De rompre les relations avec la Russie. Oui, je dis, il a fait l'erreur de. Voilà, l'Arménie avait le Haut-Karabakh ne rentrait pas dans l'ODKB, c'est-à-dire l'accord qu'il avait avec la Russie, le Kazakhstan, la Biélorussie. Bien sûr. L'Arménie était couverte par un accord pour ses frontières au moins. Telle que souveraine. Le Haut-Karabakh ne rentrait pas. D'ailleurs, l'Arménie elle-même n'avait pas reconnu le Haut-Karabakh comme étant un État dans sa autodétermination. Ce qui a permis aux Russes de dire, puisque l'Arménie ne reconnaît pas, c'est pas à nous de faire plus royaliste que le roi. C'est une aberration. Et celui qui est arrivé au pouvoir, il est arrivé pour rompre toute relation avec la Russie. Donc aujourd'hui, les frontières arméniennes sont violées tous les jours. Et l'ODKB pourrait jouer, c'est-à-dire le Kazakhstan, la Biélorussie, la Russie devrait aider l'Arménie. Mais ça ne marche pas parce que... Merci Lara. Merci beaucoup. Beaucoup de messages de soutien d'auditeurs, donc je tiens à le dire, et on n'a pas le temps malheureusement ces derniers temps, du fait des échanges, de lire les questions des auditeurs. Je les garde à l'esprit néanmoins. Peut-être que je pourrais en poser une ou deux à nos invités tout à l'heure, mais j'aimerais qu'on revienne peut-être, François Martin, si vous voulez bien, Eric, maintenant sur les questions liées à la rationalité, à l'irrationalité des acteurs occidentaux. Oui, absolument. Alors je dois dire, je réponds à Eric en disant que c'est pas parce que je pense qu'il existe des solutions rationnelles que pour autant je pense que le conflit est devenu rationnel. C'est pas ça que je dis. Je suis tout à fait d'accord avec lui sur laquelle il y a... on sent que Macron est irrationnel, on sait que Biden ne dirige pas, mais le jouet des... Irrationnel, vous disiez au début, il y a quelque temps, c'est d'abord les élections européennes. J'ai l'impression que ça va au-delà aujourd'hui. Oui, absolument. Oui. Je pense qu'il reste pour Macron une idée aussi d'essayer de se sortir de ses problèmes intérieurs en détournant les choses, comme il le fait toujours. Mais en même temps, c'est un type, à mon avis, qui n'a pas d'expérience. Je dirais pas que c'est un type cynique, mais c'est un type beaucoup plus complexe que... jamais un chef d'État digne de ce nom n'irait chatouiller et menacer directement une autre puissance nucléaire. Quand on est soi-même une puissance nucléaire, ça ne se fait pas. C'est gravissime. Donc le fait d'avoir pris la tête justement de ce courant visant encore une fois à franchir la ligne rouge, même si le franchissement finalement ne se fait que d'une façon limitée, parce que je ne vois pas non plus Biden finir son mandat et sa vie professionnelle avec un conflit nucléaire. Ils ne le laisseront pas faire, ça. Donc, le Pentagone, en moi, tout cas. je suis Poutine. On voit que c'est le Pentagone qui limite. Effectivement, c'est dangereux, mais c'est toujours dangereux. Voyons ce qui va se passer. C'est-à-dire, il aura une réaction de joueur d'échecs. Qu'est-ce qu'ils vont jouer? Quelle pièce? C'est ça qu'il va faire. Donc, d'accord, le principe n'est plus respecté, les accords ne sont plus respectés, mais comment est-ce qu'ils vont jouer derrière? Et comment moi je vais répondre? Et c'est là-dessus qu'il va se concentrer. Et je pense que ça, c'est la bonne approche. Eh bien ça, là-dessus, peut-être qu'on peut poser la question à Eric Denessé et avoir un échange aussi sur quel va être le coup d'après du maître du Kremlin.
Ben écoutez, on ne le sait pas pour l'instant. Ce qu'on observe, c'est que, à la différence des Américains, les Russes n'avaient pas de but de guerre. Leur but n'était pas d'attaquer ni d'envahir l'Ukraine. Et donc, ils adaptent leur but de guerre en fonction de la position occidentale. Voilà, donc ça ne veut pas dire qu'ils n'en ont pas et qu'ils n'ont rien prévu, mais ils n'avaient pas décidé de se livrer à cette opération-là, en tout cas avant la fin 2021, quand ils ont senti les choses être inéluctables. Je reviens un instant sur cette question de rationalité. On observe, et c'est pour le moins paradoxal aujourd'hui, que la rationalité est chez les États dits voyous. On a beaucoup plus de rationalité côté russe que de côté occidental. On a découvert qu'il y avait une très belle rationalité côté iranien au moment de la riposte contre ce qui se passe. Alors, ça, encore une fois, ça ne veut pas dire que ces régimes sont respectables ou partagent nos valeurs, mais en tout cas, on a des acteurs responsables sur le plan de la scène internationale. Et d'ailleurs, la position iranienne sur l'Arménie est aussi extrêmement pertinente et équilibrée. Et à côté de ça, moi, encore une fois, je suis assez sidéré de la position des acteurs politiques français. Alors, le président Macron, bien sûr, on fait sourire. On est face à un homme qui supprime successivement, depuis qu'il est au pouvoir, le corps diplomatique, le corps préfectoral, qui menace la Russie, qui ne cesse d'augmenter la dette française. Bon, on est effectivement sur quelqu'un dont on se demande quel est l'agenda. Il rachète le dollar alors que le monde entier le vend. Enfin bon. Exactement. Voilà, on se demande si vraiment il défend les intérêts des Français. Quand on voit l'inexpérience de son gouvernement, dont pas un des ministres, ni à la défense ni ailleurs, n'a connu les forces armées ou le service militaire, c'est assez catastrophique. Mais je vois aussi le côté totalement stupide des différents partis politiques. Quand le Front National déclare qu'il y a une menace russe parce qu'il a tellement peur de se faire attaquer par sa proximité supposée avec Moscou, c'est une aberration. On n'a pas là non plus un parti politique qui, sur des questions internationales, a un comportement responsable. C'est pas parce que quand on a peur de dire la vérité et dire son contraire, c'est quand même une aberration. Donc tout ça est inquiétant parce que dans notre situation, on voit mal qui serait capable aujourd'hui de prendre un virage significatif, parce qu'il suffirait qu'un homme politique, un des chefs d'État de l'OTAN décide que nous sommes allés trop loin, qu'effectivement les positions qui ont été prises avec la Russie sont des positions fausses et extrêmement dangereuses pour inverser la logique. Or, pour l'instant, personne ne le veut. François le disait très bien, les Américains ne veulent pas négocier. Zelensky a fait en sorte, bien sûr, par décret, qu'il soit interdit aux Ukrainiens de négocier avec les Russes. Et de toute façon, il n'y a qu'au niveau américain qu'on pourrait négocier. Mais disons que si un chef d'État français, italien ou allemand disait « nous sommes allés trop loin », déjà, ça changerait les choses. Mais je ne vois pas cette possibilité se dessiner à court terme. Il y a autre chose aussi. Il y a un autre élément que je veux rajouter. Alors attendez, juste, j'aimerais relancer et puis après, ensuite, vous n'hésiterez pas. Éric Denessé, dans la guerre russo-ukrainienne, vous parlez aussi du rôle des médias. Et les médias aussi, ajoutent encore quelque chose de complémentaire et de plus inquiétant et de plus aggravant, je trouve. Oui, les médias français en particulier, parce que nous n'avons pas la même situation aux États-Unis. Alors, nous avons en France la chance d'avoir des médias alternatifs, dont Radio Courtoisie fait partie, mais avec ce travers qui après nous est reproché, c'est que beaucoup de ces médias alternatifs sont d'une couleur politique que je ne reproche pas, mais on ne voit pas de médias alternatifs véritables côté gauche. Et quand des experts comme François et comme moi ne sommes plus invités, pour les raisons que vous savez, dans les grands médias mainstream parce qu'on considère que l'on dérange, on se retrouve d'une certaine manière à n'intervenir que dans des médias dits de droite, ce qui n'est absolument pas une honte pour moi, loin de là, mais on ne voit pas le même... je dirais, la même mécanique se mettre en place à gauche. Et quand on regarde ce qui se passe aux États-Unis, on voit qu'il y a beaucoup plus de diversité, même si les grands médias comme le New York Times restent aux ordres du gouvernement et véhiculent leur propagande. D'abord, eux, parfois, sortent des articles étonnants, mais il y a une diversité de la presse qui est beaucoup plus forte et avec des débats de manière beaucoup plus objectifs que ce que l'on peut voir en France. Et effectivement, ce qui se passe chez nous, alors en Occident généralement, mais en France en particulier, est extrêmement dommageable. Et c'est un peu aussi la mort des médias et de la confiance que leur accordait le public.
Absolument. Je pense que de toute façon, la gauche en tant que telle, se révèle aujourd'hui être ce qu'elle était à l'époque du général de Gaulle, c'est-à-dire globalement quand même le parti de l'anti-France. Ça, c'est un point de vue personnel. François Martin, vous vouliez réagir? Oui, je voulais rajouter Allez-y. quelque chose, c'est que quand on voit de l'irrationalité, mon expérience en Afrique, au Nigeria ou en Angola pendant la guerre montre que derrière les irrationalités apparentes, il y a souvent des rationalités qui sont très crues et très dégueulasses, je dirais. C'est l'argent. Et en fait, si on observe un peu les aspects financiers sur lesquels je ne vais pas m'appesantir trop, mais cette guerre est une gigantesque lessiveuse pour recycler de l'argent pour les politiciens américains, très certainement certains Européens, etc. Tout un tas d'intermédiaires. Pour le monde financier global. Pour les financiers qui sont propriétaires de 45%, pour les politiciens qui sont rincés par le système militaro-industriel. Donc 6 mois de guerre de plus, parce qu'on remet, comme je disais, une pièce dans le jukebox pour jouer la chanson suivante. C'est des profits gigantesques qui vont rentrer dans la poche d'un certain nombre de personnes. Et ça, il faut toujours avoir ça en tête. Et je pense que le profit de la guerre, je trouve, n'est pas suffisamment étudié. Elle est là, la rationalité. Elle est là, finalement, une part de la rationalité, selon vous. C'est évident. Je ne vous raconterai pas comment se passaient les affaires pendant la guerre civile en Angola, où j'étais là-bas. La guerre, encore une fois, je le dis, est l'enfer pour 95% des gens, et pour quelques pourcents des gens, c'est le paradis absolu. Parce que c'est la façon, il n'y a plus de loi, tout est absolument urgent, on ne compte plus. Eric me racontait une fois que dans l'argent qu'on distribue dans ce genre de guerre, il y a beaucoup d'argent cash. C'est-à-dire on amène des voitures et puis dedans, il y a des millions de dollars qu'on va distribuer parce qu'il faut payer les mafias, ne serait-ce que pour qu'elles laissent passer les camions, etc., etc. Qui fait la comptabilité de l'argent cash quand il est versé? Si moi, je suis le correspondant local de la CIA et que je verse à un mafieux local 1 million de dollars pour qu'il m'escorte mes trucs et je lui dis, écoute, je te donne que 500 000 dollars au lieu de 1 million, par contre, je te promets que je t'en ramène un autre million dans le mois suivant, où est-ce que ça va être écrit? Dans quel compta? Donc, je veux dire, c'est la porte ouverte. C'est la porte ouverte. Et ça, il n'y a pas d'études là-dessus. Or, c'est un des nerfs de la guerre qui est excessivement important, en particulier dans celle-là. Parce que les ordres de grandeur sont énormes, en fait. Quand on voit que les États-Unis ont un budget qui aujourd'hui est de 900 milliards de dollars, c'est gigantesque. Et pour produire des F-35, des avions qui ne marchent pas et des trucs qui ne marchent pas, et être incapable d'avoir des bombes, hyper véloces aujourd'hui, d'être aussi en retard, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout le monde se rince dans cette affaire. Hein. Tout le monde se rince. Merci François. Rien que ça, il faut que ça dure. Rien que pour ça, il faut que pourvu que ça dure. Et ça n'a pas duré. Vous savez comment ça se termine avec l'empereur, ça n'a pas duré. Lara, un mot, et ensuite Éric Denessé. En russe, cette connaissance-là, elle existe, mais d'une façon ancestrale. Il y a une expression en russe qui dit « Kamu vaina, kamu mать radna ». Ça veut dire, pour certains, c'est la guerre, pour d'autres, c'est la mère chérie. Voilà. C'est une expression russe. Je ne connaissais pas l'expression, mais je partage. Bon, j'ai plein de messages. J'ai plein de messages d'auditeurs qui disent: vous avez Éric Denessé, faites parler Éric Denessé. Eh bien, Éric Denessé, c'est à vous. On va vous laisser le soin de conclure. Oui, alors non, je suis à 200% d'accord avec François qui connaît ces questions aussi bien que moi. Et une de mes sources à Kiev me disait il y a quelques semaines, après y être retourné à 1 an d'intervalle, me disait qu'il n'avait jamais vu autant d'argent dans cette ville. Voilà. Que le parc automobile, y compris les voitures de luxe, avait totalement rénové, que les boutiques étaient pleines. Et tenez-vous bien que ils ne savaient pas quoi faire de l'argent, et donc un appel d'offres avait été passé, enfin pas un appel d'offres, un contrat avait été passé pour équiper des abris anti-aériens de tambours pour plus de 200 000 euros. De tambours, vous entendez bien. C'est ça. Donc, voilà, il y a un fabricant local de tambours qui a fait son beurre là-dessus. Non, sur cette histoire de l'argent et des intérêts politiques et personnels qui se trouvent
derrière la politique, c'est quelque chose d'essentiel, et on l'a vu aux États-Unis avec l'affaire Biden, du fils Hunter Biden. Et donc, tout ça, à mon avis, tout ça ne va guère évoluer jusqu'aux élections américaines. En tout cas, ne va pas évoluer dans le sens positif. Est-ce que ce sera un peu plus négatif? Je ne sais pas. Mais je dirais le tournant là, du premier au second semestre va être important, parce que nous avons d'abord les élections iraniennes qui vont avoir lieu, et ça c'est important. En même temps, les élections législatives britanniques, tout ça faisant suite aux élections européennes, parce que l'une des craintes des leaders actuels des pays de l'Union, c'est de voir cette montée en puissance des mouvements dits populistes. Et donc, l'accroissement aussi de la menace, de la peur de la Russie qu'ils essaient de mettre en avant est aussi faite pour empêcher ces mouvements d'arriver aux affaires. On va retrouver une Union européenne, finalement, dans laquelle des partis plutôt opposés à la direction qu'a pris l'Europe depuis plusieurs décennies vont se retrouver majoritaires. Donc, on ne veut pas perdre la face vis-à-vis de la Russie, on ne veut pas perdre la face politiquement vis-à-vis des mouvements d'opposition que nous avons dans nos différents pays. Et tout ça amène ces dirigeants politiques à avoir des actions parfois inconsidérées. Dernière question, Éric de Nessé. Vous faites en tout cas, dans ces échanges, vous parlez un petit peu du Moyen-Orient. Est-ce que ce qui se passe aussi sur les campus américains, dans l'opinion publique mondiale, vis-à-vis de l'Occident, de ce 2 poids 2 mesures dont vous pourrez parler, pourrait éventuellement aussi, finalement, avoir une incidence sur ce qui se passe sur le théâtre européen? Difficile à dire, très honnêtement, je ne sais pas. Parce que là, on a affaire à des actions plus localisées de mouvements pro-palestiniens. Alors c'est toujours c'est l'extrême difficulté de ce conflit, c'est-à-dire que on doit d'un côté dénoncer les massacres du 7 octobre et les Israéliens pris en otage, mais on doit aussi dénoncer la politique totalement scandaleuse que mène Netanyahou et les victimes du Hamas. Et on doit défendre l'existence d'un État palestinien, tout en faisant attention à ne pas défendre le Hamas, qui est un parti islamiste, et les brigades Al-Aqsa, qui sont sa branche armée, qui sont des barbares et des terroristes de la pire espèce. Donc là, c'est effectivement un écheveau qu'il est très, très difficile de démêler, et dans lequel, d'ailleurs, pour reprendre encore l'exemple des Américains, ils ne démêlent rien, et ils soutiennent, je dirais, mordicus les Israéliens, ce qui est là aussi une erreur par l'excès de leur position. Il y a un peu plus de mesures en Europe sur ce sujet-là, puisqu'on a appris hier notamment que les entreprises israéliennes d'armement n'étaient pas autorisées à venir en France pour le salon Eurosatory, qui est notre grand salon d'armement. Donc c'est un sujet extrêmement difficile. Ce que l'on voit dans nos universités est bien sûr piloté. Je crois qu'il n'y a pas on peut avoir de la compassion et pour les populations palestiniennes qui sont victimes d'un véritable matraquage inadmissible de la part de l'armée israélienne, sans pour autant, derrière la reconnaissance du droit à un État palestinien, soutenir le Hamas et ses franges les plus extrémistes. C'est très très difficile parce que dès qu'on prend position sur le sujet, c'est un petit peu comme la Russie, on se fait traiter aussitôt de pro-israélien ou de pro-ukrainien, ou de pro-palestinien. C'est presque encore plus emmêlé que l'affaire ukrainienne. Merci beaucoup, Éric de Nessé, pour toutes ces informations. On est rentré dans le détail et on a besoin de ce type d'informations. On n'hésitera pas à refaire appel à vous si on en a la possibilité, avec grand plaisir, à la fois sur Radio Courtoisie, dans ce livre journal de géopolitique profonde, sur GPTV, parce qu'on parlait de médias libres et alternatifs. Et sans couleur politique. Il en fait partie aussi. Un grand merci à vous, Éric de Nessé. Je remercie évidemment François. C'est terminé. Je suis désolé, mais là c'est vraiment terminé, François. Je suis désolé. Merci à Lara Stam. Merci à Laurent Martin Saint-Léon. Merci à tous les techniciens. Place maintenant au libre journal des controverses de Mike Borowski sur Radio Courtoisie.